Monsieur Nkeya Digué, vous auriez pu finir enseignant d'histoire-géographie si vous aviez poursuivi votre formation à l'école normale supérieure après l'obtention du baccalauréat en 1983. De passage en deuxième année, vous décidez de vous inscrire en première année de droit à l'université Omar Bongo. 4 ans après, une maîtrise en droit privé à la clé. Vous vous inscrivez par la suite au barreau du Gabon en tant qu'avocat. Après quelques années d'exercice, direction la France pour obtenir un diplôme d'études approfondies et un doctorat en droit privé à l'université de Poitiers. De retour au Gabon, vous dispensez des cours à la faculté de droit de l'IOB, parallèlement à votre profession d'avocat. Ainsi, en 2015, vous passez maître assistant CAMES au département de droit privé. À votre actif, on compte plusieurs publications, notamment aux éditions L'Harmattan, puis à la revue Pénant sur le droit des affaires OHADA, la procédure pénale et le contentieux électoral. Vous avez également été membre du CERDIP, le Centre de recherche en droit et institutions politiques de l'Université Omar Bongo, membre de la Commission nationale des droits de l'homme du Gabon et avocat à la Cour africaine des droits de l'homme à Arusha en Tanzanie. Après avoir été vice-président du Sénat en 2008, poste que vous avez dû abandonner quelques mois après, faute de compatibilité avec la profession d'avocat, vous entrez au gouvernement en 2016 en qualité de ministre d'État, ministre des Relations avec les institutions constitutionnelles, chargé du dialogue politique. Au sortir de ce dialogue politique, vous êtes nommé ministre d'État, ministre de la Justice et faites adopter en 2018 une nouvelle constitution qui intègre toutes les résolutions et recommandations des parties prenantes. Au cours de la même période, ministre d'État, ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme, puis ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale. Depuis 2019, vous êtes ministre de la promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption. Et voici face à vous avec Francis Nkeya Digué. Monsieur le ministre, s'il vous plaît. Merci. Bonsoir à tous. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bienvenue sur le plateau de Face à vous. Bonsoir, Marie Liolou. Bonsoir, Manix. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Monsieur le ministre, qu'est-ce que c'est que l'enrichissement illicite, pour commencer? L'enrichissement illicite, je ne vous donnerai pas une définition juridique, parce que tout le monde n'est pas juriste. Oui. Je vous donnerai une définition en français facile. C'est quand il y a une disproportion entre les revenus légaux d'un individu, D'accord. et son train de vie. D'accord. C'est-à-dire quand il y a une disproportion entre ce qu'on gagne et ce qu'on a comme patrimoine. À partir de ce moment, on se dit comment est-ce que la personne gagnant autant a pu avoir un tel patrimoine. Donc il y a une disproportion entre le revenu et le patrimoine. À partir de ce moment, on conclut que cette personne s'est enrichie de manière illicite. C'est ce qu'on appelle aussi en droit l'enrichissement sans cause. En droit privé, on appelle ça l'enrichissement sans cause. En droit public, c'est l'enrichissement illicite, notamment en droit pénal. D'accord, Monsieur le ministre. Oui. Merci d'avoir planté le décor. On aura beaucoup à se dire. Je vous donne le programme de ce numéro de Face à vous. En première partie, réservée donc à l'échange en tant que tel, on aura à aborder donc des questions sur les réformes qui concernent votre département ministériel, ce jeune ministère. Ensuite, la corruption, manque à gagner et impact sur l'économie gabonaise. Contribuables, acteurs ou victimes. Ensuite, vous prendrez les questions de vos compatriotes et ce sera donc arrivé la seconde partie réservée au face-à-face avec un contradicteur. Vous allez donc à débattre avec ce compatriote, vous allez découvrir avec nous sur le plateau. On peut démarrer, vous êtes prêt, Monsieur le ministre? Très bien. C'est bien, Marie, on y va. On y va, Manix. C'est parti, face à vous. Monsieur le ministre, quelles sont les principales réformes que vous avez apportées au sein de ce jeune ministère? Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Le ministère de la promotion de la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption a été créé en juin 2019. Alors, nous avons essayé dans un premier temps, parce que quand on crée un ministère, on le crée à partir d'un décret portant remaniement ou un décret portant gouvernement de la République. D'accord. Voilà, donc il a été créé en juin 2019 et nous avons pris la période de juin 2019 à décembre 2019 pour mettre en place les textes. Il faut d'abord des textes d'organisation. Il faut élaborer tous les textes d'organisation, les faire adopter en conseil interministériel et les faire adopter en conseil des ministres pour que juridiquement le ministère existe. Parce que ce n'est pas le décret qui porte
remaniement ou bien qui porte gouvernement, organisation du gouvernement de la République, qui crée les ministères. Ce sont les textes des décrets qui créent les ministères. Donc, on a élaboré ces textes-là, on les a fait adopter en Conseil des ministres, en Conseil interministériel, puis en Conseil des ministres. Donc, la première étape, de juin 2019 à décembre 2019, on a fait les textes pour créer le ministère. Oui. Après, à partir de janvier 2020, nous nous sommes attelés à mettre en place physiquement le ministère. C'est-à-dire qu'il fallait trouver un cadre de travail, mise en place des bureaux, mise en place d'un bâtiment pour l'administration centrale, pour le cabinet, et puis sélection des managers, parce qu'il faut nommer des hauts fonctionnaires dans l'administration. C'est-à-dire, après avoir mis les textes en place, les textes prévoient des directions générales, secrétariat général, direction centrale, direction générale. Donc, il faut procéder à la nomination de ces managers. Y compris la direction générale de l'évaluation des politiques publiques. Y compris la direction générale de l'évaluation, parce que le ministère regorge de 3 directions. Et il y a une direction de la bonne gouvernance, il y a une direction de la lutte contre la corruption et une direction générale de l'évaluation des politiques publiques. Et justement, monsieur le ministre, en tant qu'évaluateur des politiques publiques, et on imagine que vous avez suivi avec beaucoup d'attention vos précédents collègues sur ce plateau de Face à vous, est-ce que vous avez trouvé que les différentes réformes qu'ils ont présentées ici sur ce plateau de Face à vous sont réalistes et cadrent avec les objectifs du plan d'accélération de la transformation? Pour ce qui est du PAT, vous savez que le PAT a fait l'objet d'un séminaire préalable. Ça veut dire que lorsque nous avons discuté de toutes ces questions, nous avons tenu compte de ce qu'on appelle en matière d'évaluation des politiques publiques l'impact sur les populations, les besoins des populations. C'est-à-dire que ce qui a été mis en place dans le cadre du PAT tient compte, c'est pour ça qu'il est de 2021 à 2023. Oui. Il tient compte des besoins que les populations vont avoir pendant cette période et même dans l'avenir. Donc, ça veut dire que toutes les politiques publiques qui ont été mises en place dans le cadre du PAT ont respecté les principes et les normes de l'évaluation. C'est-à-dire que ces politiques publiques ont été mises en place pour impacter les populations, impacter les besoins. Cette évaluation, monsieur le ministre, c'est fait a priori. C'est ce qu'on appelle l'évaluation ex ante, c'est-à-dire a priori, et l'évaluation ex post, c'est-à-dire qu'à posteriori, donc quand vous avez déjà mis... Donc, avant le PAT, il y a eu ce qu'on appelle, lorsqu'on a préparé le PAT, il y a eu l'évaluation ex ante. D'accord. Voilà. Donc, mais monsieur le ministre, si vous faites bien votre travail, surtout d'évaluateur des politiques publiques, pourquoi on a l'impression que les projets du gouvernement n'arrivent pas souvent à leur terme? Non, vous savez, l'évaluation des politiques publiques, c'est une discipline nouvelle. Les États, les gouvernements ne travaillaient pas toujours avec l'évaluation des politiques publiques. Donc au niveau du Gabon, ça n'existait pas avant 2020? C'est une discipline qui vient d'être mise en place. Mais dès lors que nous avons mis tous les outils en place, nous avons mis les normes, à partir de ce moment, nous nous sommes dit qu'il faut créer un cadre. C'est pour ça qu'il y a eu le PAT. Oui. Un cadre où on travaille bien avant, on évalue ex ante les politiques publiques que nous allons mettre en place et on se rassure que ces politiques publiques vont avoir un impact sur les populations, sur les besoins des populations. Toutes les politiques publiques doivent tendre vers la réalisation des besoins des populations. Le bien-être social. Le bien-être des populations. Et le chef de l'État l'a toujours rappelé que nous sommes là pour les populations. Le gouvernement est là. Oui. Un ministre, c'est un représentant, c'est quelqu'un qui a la délégation de travailler pour les populations. Effectivement, c'est le souci qu'il a d'ailleurs comme partage. Alors, monsieur le ministre, il y a vous, le ministère de la promotion de la bonne gouvernance, et il y a la Commission nationale de lutte contre l'enrichissement illicite, sauf que vous faites le même travail parfois, la Commission en fait même plus. Où sont les frontières entre vous, les deux institutions, monsieur le ministre? Vous savez que l'État fonctionne avec deux types de mécanismes. Il y a au sein de l'État des institutions qui s'occupent de la conception des politiques publiques. D'accord. Ils conçoivent les politiques publiques. Ce sont eux qui réfléchissent. Par exemple, même au niveau de l'exécutif,
vous avez le président de la République qui conçoit la politique. C'est lui qui définit les grandes orientations de la politique de l'État. Et le gouvernement exécute, déroule. Vous voyez, le gouvernement exécute, il déroule au quotidien. Le président de la République donne les grandes orientations. Le gouvernement exécute au quotidien les grandes orientations. Et dans le cas d'espèce, dans le cas des ministères, il y a les ministères et les organes sous tutelle. Le ministère est chargé de définir les grandes orientations, les politiques sur le plan philosophique en disant ça, vous devez faire ça, les grandes orientations, les grands principes. Et les autres sont des organes d'exécution, c'est-à-dire que ce sont eux qui vont sur le terrain pour exécuter. Comme la Commission nationale de Comme lutte la contre commission, l'enrichissement c'est-à-dire illicite. que Pourquoi ce n'est pas vous qui ont remis le rapport directement au Premier ministre, au Président de la République? Pourquoi ce n'est pas vous qui êtes allé remettre le rapport? L'exécutif est représenté, l'exécutif est bicéphale. Il est représenté par le président de la République et le Premier ministre. Et il appartient au Premier ministre, et Madame le Premier ministre me l'a déjà dit, il appartient à Madame le Premier ministre maintenant de me renvoyer le rapport pour qu'il soit traité en conseil interministériel et en conseil des ministres. Donc, les représentants de l'exécutif, c'est le président de la République et le Premier ministre. Et quitte à ces représentants-là de faire répercuter le rapport au sein des membres du gouvernement, au sein des départements ministériels. C'est pour ça qu'ils le remettent à cette institution-là, parce qu'ils sont considérés comme des autorités administratives indépendantes. Ils traitent directement avec le gouvernement, avec l'exécutif, avec le Parlement et tous les autres organes de l'État. Monsieur le ministre, pour lutter contre la corruption dans un pays, il faut répondre à plusieurs préalables, notamment celui de déclarer ses biens. Est-ce que vous déclarez vos biens? Alors, pratiquement tous les ans, lorsque nous rentrons, c'est-à-dire en octobre, ou lorsqu'il y a un nouveau gouvernement. Lorsque vous dites nous, c'est le gouvernement, ça veut dire oui, vos collègues le gouvernement, nos collègues et nous. Lorsque le gouvernement se met en place, nous allons faire la même chose s'il y a un nouveau gouvernement d'ici là. C'est-à-dire quand un nouveau gouvernement se met en place, le Premier ministre nous donne la parole, nous, ministère de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption. Et on rappelle à tous les membres du gouvernement qu'ils ont l'obligation de déclarer leurs biens. Et on rappelle les dispositions légales ainsi que les sanctions qui sont attachées à cette obligation. Qu'est-ce qui arrive si un membre du gouvernement ne déclare pas ses biens? C'est ce que nous avons fait le 16 juillet, après le 16 juillet 2020. C'est-à-dire que nous avons fait une communication en conseil interministériel pour rappeler à tous les membres du gouvernement. Nous sommes allés même plus loin en demandant aux membres du gouvernement de donner des instructions à leurs secrétaires généraux et il appartenait aux secrétaires généraux de donner des instructions aux directeurs généraux et directeurs ainsi de suite dans la Donc, nous avons fait cet effort-là. Quand un ministre ne déclare pas ses biens. Et généralement, moi je pense, tous les ministres, et Madame le Premier ministre l'a rappelé à chaque fois qu'on se retrouvait en conseil interministériel, elle l'a rappelé aux membres du gouvernement qu'il fallait qu'ils déclarent. Bon, la loi dit généralement que lorsque vous ne faites pas la déclaration, vous êtes passible d'amende. À date, Monsieur le ministre, tous les membres du gouvernement ont déclaré leurs biens? Tous les membres du gouvernement ont déclaré leurs biens. D'accord. Passons maintenant au second axe. Corruption, manque à gagner et impact sur l'économie gabonaise, Marielle. Alors, Monsieur le ministre, pour lutter contre la corruption, l'État a engagé plusieurs processus. Une fois tous ces processus sont bouclés, qu'est-ce que cela change dans les mentalités des personnes et même dans l'économie du pays? Je vais vous prendre quelques exemples. On a eu le cas de Kevazingo Gate, l'opération Scorpion qui est encore très récente. Est-ce que l'État a récupéré finalement l'argent qui a été détourné? Je vous disais que l'État a beaucoup récupéré, mais je préfère commencer par les mentalités parce que vous avez parlé de mentalité et de l'économie. Sur les mentalités, je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, comme cela se faisait avant, lorsque vous commandez par exemple un véhicule en France, vous allez voir un douanier, il va au port, il vous délivre votre véhicule et il vous l'apporte chez vous, sans que vous ne lui donnez. Vous n'allez payer au trésor. À la limite, il arrivait que vous donniez à la personne en question qui vous a rendu le service. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a mis en place? Sidonia World. Sidonia World, c'est une plateforme informatisée qui prend la marchandise dès le départ de là où elle a été achetée. Elle est suivie, cette marchandise, jusqu'au paiement définitif à Libreville. C'est-à-dire qu'à travers cette application, dès qu'un bien est mis dans le circuit de l'importation,
Le douanier de Libreville, il maîtrise la provenance, il maîtrise son arrivée, il maîtrise la taxation, jusqu'au versement de la somme. Ça veut dire qu'il n'y a plus de Il n'y a contact direct. Il n'y a plus de contact direct entre le douanier et le propriétaire du bien. Voilà. Donc, à partir de ce moment, on comprend déjà que quelque chose a changé. On a mis une application informatique qui le fait désormais. Au niveau de la Direction générale des impôts, on a également mis une autre application. Une application qu'on appelle e-tax pour l'optimisation de l'impôt. Ouais, pour optimiser l'impôt, c'est-à-dire que vous ne serez plus en contact avec l'opérateur directement pour pouvoir le corrompre. Tout va se faire à partir des données informatiques. Ça fait de l'économie, ça, dans les caisses de l'État. Voilà, ça fait de la ressource. Ça fait de la ressource. Et puis, ça c'est d'abord au niveau des mentalités, c'est-à-dire les comportements des gens. C'est-à-dire aujourd'hui, si je commande une voiture, je dois prévoir les frais de douane. Je dois prévoir tout le reste parce que je sais que tout va être payé au trésor. Parce qu'il y a une application qui ne permet plus aux douaniers de tricher comme ils faisaient avant. Alors, ça c'est sur la mentalité des gens. Maintenant, sur l'économie, vous êtes parfaitement au courant. Est-ce que déjà l'État a récupéré tout l'argent qui a été détourné? Il n'a pas tout récupéré, mais l'État a récupéré suffisamment. L'État a récupéré déjà dans le cadre de la task force sur la dette, je vous disais tout à l'heure, près de 440 milliards qui avaient fait l'objet de facturation fictive, vous voyez, lors de la task force. Donc l'État a récupéré beaucoup d'argent, 400 milliards, c'est pas rien. Et oui, mais ça n'a pas fait l'objet d'une communication. Ça aurait été important quand même, sur le ministre. Non, ça a été suffisamment communiqué. Si vous ouvrez sur le web, vous mettez directement Task Force dette intérieure, vous allez retrouver les éléments sur ce que l'État a récupéré à travers cette Task Force sur la dette intérieure. Bon, vous savez, mandat et scorpion. Mandat et scorpion, l'État a également récupéré, mais ce n'est pas matériellement perceptible, puisque ça passe par la justice. Vous savez, il y a une séparation des pouvoirs entre l'exécutif, le judiciaire et le législatif. Donc, l'exécutif mandate une procédure, après elle va dans le judiciaire rend la décision à travers les amendes et les dommages-intérêts. D'accord. Et les personnes, avant de sortir de prison, doivent payer obligatoirement les amendes. Ils doivent obligatoirement payer les amendes. Et quitte au bénéficiaire des dommages et intérêts d'actionner sur le plan civil le paiement des dommages et intérêts. Vous voyez. Donc, ça veut dire que l'État qui bénéficie des dommages et intérêts, parce que lorsque vous allez détourner l'argent pour l'État, la partie amende concerne le pénal, l'infraction. Mais la partie remboursement concerne les dommages et intérêts qui sont alloués à l'État. Et en tant qu'ancien avocat de l'État, on a toujours récupéré, et le cabinet que j'ai laissé à l'époque quand j'étais avocat est toujours avocat de l'État. Et il est arrivé de récupérer beaucoup de sommes dans le cadre du recouvrement des créances de l'État, à la suite de Mamba et de Scorpion. Donc, ça, on ne viendra pas vous le dire, l'agent judiciaire ne viendra pas vous dire qu'il a fait un recouvrement sur Mamba ou un recouvrement sur Scorpion. Monsieur le ministre, quel est le plus bas niveau de corruption? Parce que vous savez bien qu'on a nos mentalités aussi africaines et même gabonaises, où on peut, entre guillemets, encourager un partenaire parce qu'il nous a rendu un service. Vous classez quel plus bas niveau de corruption qui serait passible d'une peine au civil ou au pénal? Il n'y a pas de bas niveau de corruption. Aucune corruption n'est tolérable. Il y a de cela 2 ou 3 mois, nous avons fait adopter une loi, on a révisé la loi sur la corruption. Et à l'intérieur de cette loi, nous avons spécifié que tous les cadeaux sont interdits dans l'administration. Quelle que soit la nature du cadeau. Quelle que soit la nature du cadeau. Monsieur le ministre, si je donne une pièce de 100 francs à celui qui m'aide à faire une manœuvre en ville parce que je garais un parking au sorti de là, je suis en train de le corrompre? Non, lui n'est pas agent public. D'accord. Ça concerne les agents publics. Si vous prenez 100 francs, vous le remettez à un agent public pour vous rendre un service public, c'est de la corruption. Quelle que soit la valeur. D'accord. Si vous prenez un tableau, parce que lorsque vous remettez ce tableau-là, vous ne rendez pas immédiatement service à la personne, mais la personne vous a déjà identifié. Lorsqu'elle sera dans le besoin, elle reviendra vers vous. Sur le plan moral, psychologique, vous allez l'aider tout simplement parce que
quand il était là la première fois, il vous avait fait un cadeau. Monsieur le ministre, est-ce Le que... cadeau a un caractère contraignant. Il vous oblige parfois à rendre des services qui ne cadrent pas avec la loi. Est-ce qu'un ministre a les C'est moyens, pour cette avec son raison salaire, de s'offrir un Rolls-Royce, le tout dernier, monsieur le ministre? Mais c'est pour ça que je vous parlais d'enrichissement illicite tout à l'heure. Dans l'enrichissement illicite, on ne recherche pas la matérialité de l'infraction. Je vous ai dit qu'on fait tout simplement la balance entre les revenus de la personne et le patrimoine dont dispose cette personne. Si un ministre a un patrimoine qui est supérieur à ses revenus, il tombe sous le coup de l'enrichissement. Aucun de vos collègues n'a un Rolls-Royce, monsieur le ministre, de l'enrichissement illicite. Bon, mais il y a un autre aspect que vous devez comprendre. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que la déclaration de biens est importante. Bien sûr. Parce qu'elle n'a pas qu'un aspect contraignant. Elle est aussi publique, monsieur le ministre. Oui, elle va être rendue publique. Elle a aussi un aspect protecteur. Ça fait un an, c'est pas Elle a aussi un aspect protecteur parce que il y a des individus qui arrivent dans l'administration avec des Rolls-Royce. S'ils ont bénéficié d'une succession, s'il a bénéficié d'une donation, si son père a été auparavant ministre, si son père a été un grand industriel, il peut avoir des Rolls-Royce avant de venir dans l'administration. Ou s'il a été victime de corruption, coupable de corruption, et on se pose la question, est-ce que finalement cette lutte contre la corruption au Gabon est une réalité ou une simple vue de l'esprit? Non, c'est une réalité. La lutte contre la corruption au Gabon est une réalité. On le voit au quotidien, ce n'est pas une vue de l'esprit. Et comment un ministre arrive à avoir un parc auto avec 5 véhicules de dernière catégorie? Et parfois même des directeurs généraux qui ne sont pas nécessairement des ministres. La population a le droit de douter quand même par rapport à votre engagement. C'est pour ça que je vous dis que ces personnes, vous avez déjà vu que les ministres ont été poursuivis. Ils ont été condamnés, les ministres. D'accord. Un ministre qui se comporte de cette manière, il est poursuivi pour enrichissement illicite, il est condamné, il est mis en prison comme tout le monde. Donc, on ne peut pas... Le ministre est justiciable au même titre que tout citoyen. Voilà. S'il commet des actes qui enfreignent la loi, qui violent la loi, il est puni au même titre que tous les autres citoyens. Dernière question, monsieur le ministre, avant d'arriver. D'aucune immunité. C'est le parlementaire qui bénéficie de l'immunité. Oui. Les ministres ne bénéficient d'aucune immunité. Dernière question, monsieur le ministre, avant de prendre les interrogations de vos compatriotes. Oui. La corruption existe aussi parce qu'il y a un riche qui sous-doit un nécessiteux. Or, lorsqu'il y a procès, c'est souvent le pauvre qui tombe, monsieur le ministre. Comment vous allez faire pour vous incruster dans l'appareil judiciaire, pour veiller au grain, pour être présent à tout moment, monsieur le ministre? C'est quand même assez délicat. Malgré le fait qu'il y ait séparation de pouvoir. Vous savez, c'est pour cette raison qu'on vous a dit que l'exécutif, il conçoit, l'exécutif conçoit, les ministères conçoivent, et il y a des agents d'exécution. C'est-à-dire que nous, on prépare les lois. Et dans le cadre de la préparation de ces lois-là, nous prévoyons ce qu'on appelle au niveau du Conseil supérieur de la magistrature, un conseil supérieur, un conseil de discipline. Oui. C'est ce conseil de discipline-là qui est chargé de sanctionner les fautes des magistrats, des fautes disciplinaires, des fautes qui sont relatives à la corruption. On comprend bien, oui. Vous voyez. Et si le fait a un caractère pénal, cette personne est toujours passible devant les juridictions au même titre que les autres citoyens. Voilà, donc on met les outils, c'est ça l'exécutif. L'exécutif met les outils et ceux qui sont chargés d'exécuter ces outils-là les exécutent. Donc il y a un conseil de discipline qui a la même valeur qu'un conseil supérieur de la magistrature. On aimerait voir aussi un magistrat un jour tomber, mais bon, vu que ça arrive. Il y a beaucoup de magistrats qui sont radiés pour les faits de corruption. On prend les questions de vos compatriotes. Pour avoir été ministre de la Justice, il y a eu beaucoup de magistrats qui ont été radiés pour des faits de corruption. Tout autant qu'il y a eu des policiers, des gendarmes qui ont été radiés pour des faits de corruption. Mais ils continuent. La corruption est inhérente à la vie de l'homme. C'est pour ça que le combat contre la corruption est un combat permanent. D'accord. Il est permanent. Prenons les questions de vos compatriotes, monsieur le ministre. Allez, les questions des populations. Et par rapport à la question de l'enrichissement illicite dans notre pays, le ministre aurait-il trouvé l'antidote par rapport à cette gangrène qui, comme tous les jours nous connaissons, que nous vivons? Maintenant, s'il a la solution, il pourra peut-être nous le dire prochainement. Monsieur le ministre, j'aimerais vous poser une question, celle de savoir à quel niveau nous sommes par rapport aux personnalités qui ont détourné les fonds de l'État
Alors jusqu'alors, on n'a pas de nouvelles concernant ces fonds. Qu'est-ce que l'État gabonais aujourd'hui nous dit? Qu'il nous fasse le compte rendu par rapport à ces fonds détournés. Bonjour Monsieur le ministre. Ma question est la suivante. Quelles sont les réelles causes de la corruption de notre société? Monsieur le ministre, vous avez dit que la récréation est terminée. Est-ce qu'elle est réellement terminée? C'est ma question. Monsieur le ministre, peut-être commencer par la dernière question. Est-ce que la récréation est terminée? La récréation est effectivement terminée. La récréation est terminée dès lors que l'exécutif a mis en place un ministère de la promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption. La lutte contre la corruption, comme l'a dit le chef de l'État, ne se limite pas à la sanction pénale. C'est-à-dire que la sanction pénale, c'est ce que tout le monde connaît. Et des personnes qui ont fait la criminologie comme moi, on sait qu'il y a des individus dans la vie qui finissent par s'habituer à la criminalité. Il y a des gens qui font la carrière criminelle. C'est-à-dire que quand il est mis en prison, dès qu'il sort de prison, il commet une autre infraction, il retourne en prison. Donc il se satisfait par le fait de rester dans le milieu carcéral. Donc il y a des gens qui font la carrière criminelle. Donc ce n'est pas la solution pour lutter contre la corruption. Le chef de l'État a dit, au-delà de la sanction, il y a toute une politique qu'il faut mettre en place. Donc le gouvernement a prévu 3 piliers. Le premier pilier, c'est la pédagogie. D'accord. Voilà, il faut sensibiliser, il faut vulgariser les textes, il faut leur dire ce qu'ils doivent faire. C'est ça la sensibilisation, c'est ça la vulgarisation, c'est ça la formation. Il faut former les citoyens en leur disant ça vous ne devez pas faire, ça vous ne devez pas faire. Si vous faites ça, on va vous punir. Donc il faut d'abord éduquer. Après, on met en place des mesures de contrôle qui bloquent. C'est-à-dire que si vous voulez essayer, on vous bloque. C'est le cas par exemple de la NAVEA qui a fait un audit sur la dette intérieure pour dire que cette dette-là, elle ne correspond pas à la dette réelle. Ça, c'est le deuxième pilier. Voilà, le deuxième pilier, le contrôle. C'est le cas de la Cour des comptes, qui est souvent derrière les comptables publics. Voilà, c'est le cas de la Commission nationale de la lutte contre l'enrichissement illicite, qui procède à des enquêtes et qui envoie des procédures devant les juridictions. Mais à quel moment on sanctionne? Donc, maintenant, si vous ne respectez pas tout ça, malgré tous les efforts que l'État essaie de concevoir, tous les efforts que l'État essaie de faire, vous voyez, c'est-à-dire former, c'est-à-dire vulgariser, c'est-à-dire sensibiliser, c'est-à-dire contrôler, malgré tout cela, si vous ne vous conformez pas, on sera obligé de demander au pouvoir judiciaire d'agir. Et c'est à ce moment qu'il y a la sanction pénale. Donc, tout ne se limite pas à la sanction pénale. Et il a posé une question tout à l'heure pour savoir qu'est-ce qu'on fait des hommes publics qui sont impliqués dans ce genre de procédure. Mais si vous regardez Mamba et Scorpion concerne essentiellement les hommes publics, notamment les membres du gouvernement. Vous avez vu que beaucoup de membres du gouvernement sont impliqués et beaucoup ont été condamnés. Ça ne veut pas dire que si vous êtes suspecté, si vous êtes impliqué, vous allez être forcément condamné. C'est-à-dire que la justice est libre, elle statue en fonction des éléments qui sont dans le dossier. Dès lors que le dossier est sorti de notre cadre des officiers de police judiciaire et autres et qu'il glisse du côté du pouvoir judiciaire, l'exécutif n'est plus responsable. Peut-être nous redéfinir un peu la notion de crime économique, monsieur le ministre. La notion de crime économique? Oui. Le crime économique, c'est tout crime qui va dans le sens de compromettre à l'économie du pays, c'est-à-dire à la bonne réalisation de l'économie du pays, au bon fonctionnement des finances du pays. Donc le détournement, c'est un crime économique. Oui. Voilà, le détournement est un crime économique, la surfacturation, c'est un crime économique, la concussion, c'est-à-dire prélever des taxes indues, c'est un crime économique. Voilà, le chantage, c'est un crime économique. Vous voyez, tout ça, ça fait partie des crimes économiques. C'est-à-dire tous des crimes qui tendent à nuire au bon fonctionnement de l'économie d'un pays. Ce sont des crimes économiques. Peut-être éclairer également l'opinion publique sur les causes de la corruption au Gabon? Une question de vos compatriotes. Les causes de la corruption sont connues. C'est le besoin de s'enrichir. Ça, c'est le premier élément. Il y a le besoin de s'enrichir. Le deuxième élément, c'est parfois... Les causes ne seraient pas aussi sociales, la pauvreté, ainsi de suite? Le fait que la richesse ne soit pas inclusive
par exemple? Non, la richesse ne peut pas justifier la criminalité. Et la pauvreté ne peut pas justifier la criminalité. Quand vous voyez, regardez un peu dans les opérations Mamba et le pourcentage des personnes qui sont poursuivies pour détournement de deniers publics, ce ne sont pas les pauvres. Parce que pour être poursuivi pour détournement de deniers, il faut d'abord manier ces deniers publics. Vous voyez, or, ce n'est pas n'importe qui manie les deniers publics. Au lieu de penser véritablement que c'est à cause de la pauvreté qu'on se permet de détourner, on se rend finalement compte que la plupart des gens qui détournent, ce sont des gens qui sont riches. Ce sont des comptables publics. Ce sont eux qui manient les fonds publics. Un comptable public, ce n'est pas un homme par excellence pauvre. Mais vous ne condamnez pas que ceux qui sont en possession, qui manient les biens publics, vous condamnez aussi ceux qui ont été corrompus, monsieur le ministre. C'est à ce niveau qu'on peut peut-être prendre la pauvreté comme une raison de justifier la corruption. Mais généralement, ceux qui sont corrompus, c'est ceux qui manient les fonds. C'est ceux qui occupent des fonctions importantes. Si quelqu'un a besoin d'une signature, il faut être directeur général pour donner cette signature. Ben, ceux qui sont corrompus au quotidien, en dehors du petit policier ou du petit gendarme qui se retrouve dans la rue, mais il est quand même détenteur d'une certaine autorité. Même si c'est un petit policier, mais il a l'autorité. Ce n'est pas quelqu'un qui est considéré comme un citoyen ordinaire du quartier qui est véritablement pauvre. Donc c'est pour vous dire que la pauvreté n'est véritablement pas la cause du détournement. Le détournement, c'est le besoin de s'enrichir. D'accord. Et a véritablement le besoin de s'enrichir que celui qui connaît la richesse. Merci beaucoup, voilà, monsieur le voilà, ministre. que celui qui connaît la richesse. Merci beaucoup, monsieur le ministre. La pauvreté n'est véritablement pas la cause principale. Une cause à retenir. Non, pas du tout. Merci beaucoup pour le besoin de s'enrichir. Monsieur le ministre. Merci Marielle pour ces questions pertinentes. Merci, c'est donc la fin de cette première partie. Vous allez poursuivre ce raisonnement avec le contradicteur dans la deuxième partie réservée au face-à-face. Maintenant. Bonsoir, monsieur Bicent Njonga Botika Bobé. Bienvenue sur le plateau de Face à vous. Vous êtes consultant en finance, blogueur et influenceur. Vous avez suivi la première partie de cette émission. Vous avez plusieurs questions à adresser à monsieur le ministre. C'est un face-à-face. Le débat est ouvert. Allez-y. C'est un plaisir d'être ici au sein de votre plateau et c'est vraiment un honneur d'être devant le ministre. Aujourd'hui, monsieur le ministre, vous pouvez constater que dans les pays en voie de développement, la place de la politique de bonne gouvernance a plus ou moins une place de choix. Et cela fait partie plus ou moins de l'agenda des politiques publiques de certains pays. Est-ce que tel est le cas pour le Gabon présentement? Mais c'est défoncer une porte ouverte. Vous savez très bien qu'à plusieurs reprises, le chef de l'État l'a rappelé que la bonne gouvernance fait partie de ses priorités. Et à chaque fois qu'il a dû prendre la parole, soit lors de l'ouverture d'un conseil des ministres, soit au cours d'un discours à la nation, il a toujours rappelé que la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption font partie de ses priorités. Voilà. Et il a même parlé, à un moment donné, il a parlé des trois premières priorités. Les trois premières priorités. Donc, personne ne peut dire le contraire aujourd'hui concernant cet aspect-là, l'aspect de la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption. D'accord. Mais vous savez, lorsqu'on parle de la bonne gouvernance, il y a certains piliers, c'est-à-dire la liste exhaustive, je vais citer trois. Il y a ce qu'on appelle le renforcement des capacités des institutions démocratiques. Il y a comment dire ça? Il y a aussi à l'intérieur la lutte contre la corruption. Aujourd'hui, nous constatons au regard des médias que malheureusement, aucun jour ne passe sans que nous déplorons des malversations au sein de l'appareil étatique. Comment justifier cela? Non, vous savez que la lutte contre la corruption, c'est un combat permanent. C'est un combat, je dirais même, c'est pas un combat statique, c'est un combat dynamique. Parce que chaque fois qu'il y aura une société avec des individus, il y aura toujours corruption. Parce que ça fait partie de la vie de l'homme. Parce que la corruption est née avec les hommes, est née avec la vie en société. Donc, c'est un combat permanent. On le fait de manière permanente, la lutte contre la corruption. Elle ne se limite pas à un seul aspect. Voilà. Donc, ne pensez pas que
La lutte contre la corruption est quelque chose de ponctuel. On le fait de manière permanente. D'accord. Ouais. Si je vous ai bien suivi, vous êtes dans une dynamique d'amélioration continue et soutenue. Oui. C'est bien cela. Oui. Mais comment expliquer, parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on prend le soin de regarder un peu ce qui se passe un peu ailleurs, au-delà du continent, on a l'impression qu'aujourd'hui, quelqu'un, il vient, une personne lambda, du jour au lendemain, c'est quelqu'un qui a de l'argent énormément. Il est dans l'incapacité. Oui, son train de vie a changé, vous voulez dire. Oui, c'est ça. Rapidement, oui. Il est dans l'incapacité de dire l'origine des fonds. Et certains organes de l'État sont dans l'incapacité aussi de retracer l'origine de ces fonds. C'est dû à quoi, en fait? Vous savez, la corruption, c'est d'abord une infraction pénale. Oui. Oui. C'est une infraction. Et qui dit infraction dit quelque chose de frauduleux. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui se fait au vu et au su de tout le monde. C'est quelque chose qui est fait de manière frauduleuse. C'est une infraction. Alors, donc, quand quelqu'un le fait, il faut un temps. La particularité, c'est que l'infraction de corruption est une infraction continue. C'est-à-dire que la personne, elle continue à poser l'infraction. Donc, il faut du temps pour repérer cette infraction-là. Et généralement, quand c'est repéré, vous-même vous avez vu, on a parlé tout à l'heure de l'opération Mamba, on a parlé de l'opération Scorpion. Lorsque les autorités judiciaires et les autorités administratives qui sont chargées de diligenter les enquêtes sont mis au courant d'une situation. À partir de quel moment, monsieur le ministre? Est-ce que c'est lorsque la personne jouit déjà de tous ses biens ou alors que vous avez un regard particulier sur le train de vie d'un individu? Tout dépend des situations. Tout dépend. Il y a des alertes. Oui. C'est pour cette raison que nous avons mis en place des organes de contrôle. Parce que lorsque ces organes-là procèdent à des contrôles, ils constatent des irrégularités. À partir de ce moment, ils déclenchent une procédure d'enquête. C'est souvent à ce moment-là. Il peut aussi arriver que ce ne soit pas à partir des éléments probants, que cela se ressent tout simplement à partir des signes extérieurs de richesse. Évidemment, oui. Voilà, des signes extérieurs de richesse. Et c'est toute la problématique de l'enrichissement illicite, les signes extérieurs de richesse. Si on se rend compte que vous avez des signes extérieurs de richesse qui ne cadrent pas avec vos revenus légaux, à partir de ce moment, on peut ouvrir une enquête contre vous pour enrichissement. Et c'est vous qui illicite. touchez l'appareil judiciaire afin qu'il s'intéresse à un cas particulier? Ce n'est pas forcément l'exécutif. La loi dit que tout individu peut dénoncer un crime ou un délit. Ce n'est pas forcément nous. Nous pouvons dénoncer. Il dénonce où, monsieur le ministre? Il va où? Ils peuvent, Il y a un numéro vert? ils peuvent dénoncer. Je vais vous dire. C'est pour cette raison que vous voyez ce qu'on fait aujourd'hui au niveau de notre ministère. C'est une démarche participative. D'accord. Une démarche participative où il y a d'un côté les acteurs institutionnels et de l'autre côté la société civile. Donc la société civile peut dénoncer. Les acteurs institutionnels peuvent dénoncer. Évidemment. C'est-à-dire que nous sommes en train de vouloir mettre en place une application. Nous sommes là-dessus. Nous avons même déjà reçu l'accord des plus hautes autorités. Nous allons mettre une application web, une plateforme web qui va pouvoir permettre aux citoyens de dénoncer une infraction à partir de cette application web. Monsieur Botika Bobé. Voilà. En fait, lorsque vous donnez ce genre d'informations, j'ai l'impression qu'il y a comme une sorte de rétention de l'information. Parce que les populations ne sont pas informées, ceux de la Québec ou ceux de Bellevue 2, ils ne sont pas informés concernant ces genres de procédures. Bon, moi, je mets plus l'accent sur la pauvreté. Parce que moi, je me dis la corruption aussi a un lien avec la pauvreté. Oui, on le disait tantôt. Et un lien avec la pauvreté. Un agent civil qui est dans l'incapacité peut-être de prendre soin de sa famille, c'est une proie pour ces gens de travers. Est-ce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas mettre une stratégie en termes de vouloir venir en aide à ces personnes-là qui sont vulnérables sur le point de vue économique? Parlons de question de droit, parce que la bonne gouvernance aussi le droit. Il y a certaines personnes qui sont dans l'incapacité, lorsqu'ils sont interpellés au niveau des tribunaux, sont dans l'incapacité de pouvoir avoir un avocat. Est-ce que l'État n'a pas mis des mesures pour pouvoir accompagner ces personnes en leur offrant un avocat d'office? Parce que cela, ça fait aussi partie de la bonne gouvernance. Parce qu'au niveau des prisons, il y a des personnes qui sont là, malheureusement, ils n'ont pas la possibilité d'être défendus valablement parce qu'ils n'ont pas d'avocat. Ça doit aussi faire partie de piliers de la bonne gouvernance. Non, l'État a prévu des accompagnements à tous les niveaux. Puisqu'il prend l'exemple du judiciaire, l'État a prévu ce qu'on appelle
la commission d'office, Oui. l'accompagnement. Ils accompagnent les justiciables pour se défendre, par exemple en matière criminelle. Lorsque vous comparaissez devant le juge criminel, vous avez droit à un avocat d'office. Voilà, une commission d'office. Et les honoraires de cet avocat sont supportés par l'État. L'État accompagne dans beaucoup de domaines, même pour ce qui est des enfants, pour ce qui est des femmes. L'État accompagne. Mais il faut noter ça dès aujourd'hui. La corruption n'est pas forcément liée à la pauvreté. La preuve, c'est que dans notre pays, les 80% des gens qui sont soupçonnés ou qui sont liés, qui sont 80% des personnes qui sont impliquées dans les affaires de corruption ne sont pas des pauvres. Au contraire, ce sont des riches. Parce que ce sont habituellement des gens qui sont en contact avec l'argent. La corruption, le détournement des deniers publics, ce sont des gens, à part peut-être les petits gendarmes ou les petits policiers que vous retrouvez dans la rue ou les agents municipaux. Mais le reste des personnes impliquées dans les dossiers de corruption, ce sont des gens qui ont des moyens. La corruption, le détournement des deniers publics, c'est le besoin de s'enrichir. C'est tout. On a envie de s'enrichir, on a envie de vivre au-dessus de ses moyens. Lorsqu'on a un petit salaire, mais on programme sa dépense en tenant compte de son salaire. Puisque l'État lui-même, il a un budget équilibré. Si l'État a un budget équilibré, ça voudrait dire que les citoyens aussi peuvent avoir un budget équilibré. Si je gagne 50 000 francs par mois, ou 100 000 francs ou 150, je dois également prévoir une dépense à concurrence de 100 ou de 50 000 francs par mois. Donc je n'ai pas besoin d'aller me faire corrompre ou d'aller détourner. Or, ce qui se passe habituellement dans les détournements, c'est que lorsqu'ils gèrent cet argent, s'il n'y a pas de contrôle, vous comprenez? Oui, parfaitement. S'il n'y a pas de contrôle, il se permet certaines libertés. C'est ça la réalité. C'est pour cette raison que... C'est ce qui se fait entre les petits gendarmes et policiers. Voilà. Vous avez dit. Est-ce que vous pouvez mettre fin à ça, monsieur le ministre? À ce qu'on appelle habituellement le coca, ce que remettent les chauffeurs de taxi aux gendarmes et aux policiers. Mais si vous voyez, c'est pour ça que je vous ai dit qu'on procède on tient compte de 3 piliers. Ces derniers temps, si vous voyez dans la plupart des commissariats, si vous faites par exemple un tour vers Ntoum ou vers Kango, vous allez voir que lorsque vous arrivez à un poste de contrôle, vous allez trouver une plaque qui dit que la corruption est interdite et que vous n'avez pas le droit de remettre de l'argent aux gendarmes ou aux policiers. Et il y a des affiches qui ont été implémentées par... Peut-être que les gendarmes et les policiers jouent un peu de leur... Ou la police. Donc, ça veut dire que... Il y a peut-être un trafic d'influence, monsieur le ministre. Non, moi, je non, peux ne pas souhaiter remettre de l'argent aux policiers, mais le fait qu'ils soient en tenue, ils m'influencent, ils m'intimident, je suis obligé de lui remettre ce coca. Est-ce que vous pouvez mettre un terme à ça, monsieur le ministre? Non, nous sommes en train d'œuvrer pour que ça s'arrête. Oui. Et pour le faire, on ne peut pas se limiter à la sanction pénale. C'est ce qu'on est en train de dire. C'est toute une politique qu'il faut mettre en place. Parce qu'on a toujours procédé par la sanction pénale, on a même procédé par la sanction disciplinaire, parce que vous avez vu à plusieurs reprises, le commandant en chef ou le ministre de la Défense est passé à la télévision, où il a déshabillé certains policiers ou certains gendarmes, publiquement enlevé les grades et tout, pour les cas de corruption. Mais pour autant, la corruption ne s'arrête pas. Donc nous sommes en train de faire en sorte qu'au départ, ces personnes aient une éducation. Et nous sommes même en train de réfléchir sur la possibilité de mettre, aussi bien au niveau du primaire, même à partir de la maternelle, d'introduire des curricula, c'est-à-dire des enseignements sur la lutte contre la corruption. De la sorte, quand vous avez un enfant de 5 ans qui revient de l'école le soir et vous dit « Papa, on nous a dit à l'école qu'on ne doit pas faire la corruption c'est une mauvaise chose. » Ce serait bien, ce serait voilà. bien. Monsieur Botika Bobé, donc on est en train de mettre des dispositions pour que le Gabonais, dès le jeune âge, sache que la corruption n'est pas une bonne chose. Monsieur Botika Bobé. Voilà, c'est ça notre politique au niveau du gouvernement. Aujourd'hui, bon, je pense que c'est peut-être mieux, comme disait quelqu'un, François Hollande, l'exemplarité et la qualité d'un leader. Est-ce qu'en amont, lorsque on met des personnes à des postes sensibles, il y aurait peut-être, on pourrait tout simplement faire ce qu'on appelle une enquête de moralité? Oui, monsieur le ministre, est-ce que ça suffit? La prestation de serment, est-ce qu'aujourd'hui c'est suffisant pour dire que telle autorité publique ne peut pas tomber vous savez que dans la tentation? Vous savez que l'exécutif a déjà mis un système en place au niveau de la présidence sur les enquêtes de moralité. Oui. Lorsque vous êtes prétendu à une fonction importante, vous êtes astreint à une enquête de moralité au niveau de la présidence de la République.
On le fait déjà. On le fait. On fait non seulement on fait des sondages, mais il y a une cellule au niveau de la présidence de la République qui fait des enquêtes de moralité. Mais vous savez, l'infracteur, le corrupteur, celui qui a les propensions à détourner, celui qui a la propension de s'enrichir, il n'a pas d'oreille, il n'a pas de cœur, vous voyez. Donc dès qu'il est déterminé à atteindre un objectif. Mais nous, au niveau du ministère, on se dit qu'il y a quand même des facteurs importants sur lesquels nous devons insister. Nous devons insister sur la formation, l'éducation. Nous devons aussi insister sur le contrôle. Parce que si vous faites le contrôle à un comptable public au quotidien, vous contrôlez les actes qu'il pose, ça peut empêcher des détournements. C'est-à-dire que quelqu'un travaille pour vous, même un simple, si vous avez un simple employé, et même un taximan, même quelqu'un qui gère un magasin, si vous le contrôlez tous les jours ou tous les 2 jours, il n'aura pas la capacité de détourner. C'est pour cette raison que nous avons mis en place beaucoup d'organes de contrôle. Ouais, donc, on a le premier pilier, c'est-à-dire on forme l'homme. On se dit que l'homme, il doit comprendre qu'il ne doit pas faire ceci ou cela. Après, on le contrôle au quotidien. Et si malgré tous ces actes-là, il ne se conforme pas, on sera obligé de le mettre à la disposition de la justice pour qu'il soit sanctionné. Monsieur Boutika, vous répétez voilà deux dernières questions. Voilà un peu notre démarche. Oui. Donc, plus une proposition. Donc, moi, ce que je vais suggérer... Une proposition, très bien, oui. C'est que vous mettez, que vous faites ce qu'on appelle université des cadres d'évaluation de la bonne gouvernance. Ce serait bien. C'est-à-dire former des personnes assermentées qui vont faire ce travail. C'est-à-dire créer un comité de pilotage qui pourra comme ça accompagner... Ce modèle existe ailleurs? Vous êtes inspiré déjà? Oui. Au Sénégal, ça existe. D'accord. Au Sénégal, ça existe. Monsieur le ministre, est-ce que vous faites du benchmark aussi par rapport à la lutte contre la corruption au Gabon et la promotion de la bonne gouvernance? Est-ce que vous regardez ce qui se fait ailleurs? Mais bien sûr. Oui. Mais bien sûr. Je veux vous dire une chose, c'est qu'au lieu que nous soyons obligés de regarder ailleurs, ce sont les autres qui nous regardent. Ah oui, le Gabon est un exemple. Le Gabon est un exemple. Vous savez, le président de la République, lorsqu'il a créé ce ministère, personne n'a compris. Mais c'est aujourd'hui que beaucoup comprennent que c'est un grand visionnaire. Vous avez vu dernièrement, dernier remaniement en Côte d'Ivoire, ils ont eux aussi créé un ministère de la promotion de la bonne gouvernance, de la lutte contre la corruption et du renforcement des capacités. Or, nous avons ici, ils se sont inspirés de nous. Ils se sont inspirés de nous 2 ans après. Vous voyez? Oui. Donc, ça veut dire que le chef de l'État, son Israël est un visionnaire. Je vous donne donc l'occasion de tirer une conclusion par rapport à... Est un visionnaire. Oui. Donc, ils se sont inspirés de nous. Ils ont juste à ajouter le renforcement des capacités. Or, le renforcement de capacités fait déjà partie de nos missions quotidiennes. C'est-à-dire dans le cadre de ce que je vous disais tout à l'heure, la formation, la pédagogie, la sensibilisation et le renforcement des capacités. Parce que la formation qu'on fait, c'est le renforcement des capacités parce que nous formons des gens qui ont une formation initiale. Nous faisons de la formation continue, ce qu'on appelle le renforcement des capacités. Donc, nous, au lieu de nous inspirer des autres, nous constituons aujourd'hui, en Afrique francophone, l'exemple en matière de promotion de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption. Ce sont les autres, en revanche, qui s'inspirent de nous. Quels sont les indicateurs qui permettent de le dire, monsieur le ministre? La Côte d'Ivoire s'est inspirée de nous. Oui, mais est-ce qu'il y a des indicateurs qui disent que le Gabon est un exemple en Afrique francophone? Sur les indicateurs, je vais vous dire, la Fondation Mo Ibrahim a sorti les résultats dernièrement. On va finir par là, monsieur le ministre. A sorti les résultats dernièrement. Le Gabon occupe la première place dans la sous-région CEMAC en matière de bonne gouvernance. Elle occupe la 20e place sur le plan africain, mais sur le plan de la sous-région, la Fondation Mo Ibrahim a sorti. Nous avons fait un bond de 13 points. Oui. C'est-à-dire que nous étions à moins de 13 points. On a fait un bond de 13 points en 2 ans. C'est bien, c'est la preuve que vous travaillez, monsieur le ministre. Suite à la création de ce ministère, le ministère de la promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption. Aujourd'hui, nous sommes en contact avec Transparency, qui est aussi un organe très réputé. Oui. Nous sommes en contact avec l'Afrobaromètre, qui est aussi un organe très réputé. Donc, nous travaillons dans ce sens pour qu'il y ait la bonne gouvernance au Gabon. Et notre travail ne se limite pas à l'administration centrale. Nous nous efforçons aussi à mettre les mécanismes de bonne gouvernance au sein de l'administration parlementaire et surtout l'administration locale. Oui. Vous savez que dans les collectivités, dans les mairies, il y a beaucoup de détournements. Si vous avez bien regardé, lorsque
Nous avons fait la campagne de sensibilisation. Nous avons fait au niveau de l'administration centrale dans tous les ministères. Nous avons fait aussi au niveau des collectivités locales à travers toutes les mairies de Grand Libreville. Merci. Voilà. Donc, Merci. Notre souci, c'est véritablement que d'ici quelques années, qu'il y ait de la bonne gouvernance au Gabon. C'est ce que nous souhaitons. Merci, monsieur Bicente Djonga Botika Bobé, consultant en finance, blogueur et influenceur, pour votre contribution. Vous allez peut-être pouvoir poursuivre avec monsieur le ministre en off, mais monsieur le ministre, c'est la fin de ce numéro de Face à vous. Merci à vous d'avoir apporté toutes ces précisions par rapport à la question qui concerne nos départements ministériels dont vous avez la charge. C'est donc la fin de ce numéro de Face à vous. On va se retrouver prochainement. Entre-temps, portez-vous bien.